continue dans cet après-midi qui est consacré aux dysfonctions de prothèse par un cas sur thrombose de prothèse. Alors, il s'agit d'un cas de patiente de 46 ans qui a été admise aux unités de soins intensifs au service dans un tableau d'insuffisance cardiaque gauche aiguë. Alors, il n'avait pas de facteur de risque. C'est une patiente qui est porteuse depuis 5 ans de double remplacement mitral et aortique. Et on a trouvé à l'interrogatoire qu'il avait présenté un mois auparavant des soins dentaires et donc nécessairement arrêt de syndrome, chevauchement, etc. Et donc sa coagulation n'était pas très bonne, quoi. Donc, excusez-moi, une semaine avant son hospitalisation, il a commencé à présenter une dyspnée d'aggravation progressive avec une asthénie, une détérioration de son état clinique. Il s'est présenté aux urgences dans un tableau de dyspnée sévère avec une toux sèche. Et donc, la patiente était consciente lorsqu'on a vu, mais elle était très dyspnique, ne supportait pas le décubitus dorsal, elle était en position assise et il arrivait difficilement à répondre aux questions. Il avait une tension à 80 sur 40 mm de mercure et une fréquence cardiaque à 120 battements par minute, avec une fréquence respiratoire à 30 battements par cycle par minute. Donc, le premier examen trouve que les bruits, il y a un assourdissement des bruits en position mitrale, les bruits aortiques et les bruits mitrales, avec un roulement diastolique de 2 à 3 sixièmes. Et à l'auscultation pulmonaire, on trouvait des râles crépitants au niveau des deux poumons. Le CG, c'est une fibrillation auriculaire à 120 avec une déviation axiale droite. Bon, c'était une question, mais bon, je ne vois pas. La question, c'était qu'est-ce qu'on évoque cliniquement devant cette patiente. Mais déjà, quand vous avez à l'interrogatoire un patient qui est portant d'une prothèse et qui avait, pour une raison ou une autre, arrêté son anticoagulation avec une anticoagulation qui n'était pas correcte, des INR qui n'étaient pas correctes, il faut déjà suspecter la thrombose de prothèse quand il se présente dans un tableau de dyspnée d'aggravation progressive ou carrément d'insuffisance cardiaque. Donc voilà, la biologie, il avait montré un INR à 1.4 avec des blancs à 10 000 et une hémoglobine à 11, hématocrite à 36. Donc on a essayé de faire, mais c'était très difficile. C'est une patiente qui ne supportait pratiquement pas le décubitus dorsal, donc c'était pratiquement en position assise qu'on a dû faire l'échoradiographie transthoracique. Alors voici les deux images potables qu'on a pu avoir. Vous voyez que, je ne sais pas comment, je vais montrer peut-être par le... Vous voyez que les deux ailettes, on ne voit pratiquement pas les ailettes, elles sont noyées dans un magma. Ici, les deux en parasternal grand axe et en côte cavité, on ne voit pratiquement pas les ailettes bouger. On suspecte déjà un thrombus, énorme thrombus, et une accélération au Doppler continu de gradient transmitral. Alors, rapidement, la patiente est devenue, elle s'est fatiguée et on était obligé de l'intuber, de ventiler et l'intuber. Et là, c'était possible de lui faire une échographie transœsophagienne pour pouvoir répondre plus à la question qu'on suspectait déjà. Et voilà, son échographie transœsophagienne, donc il n'y a pas photo, vous voyez bien le thrombus ici. Je crois que M. Habib a déjà montré une image pareille dans ces cas cliniques. Donc, un blocage d'ailette avec un thrombus prédominant ici. Voilà. Avec une accélération, vous voyez l'aliasine de sténose mitrale, une disparition, pas complète, mais il y a une disparition des flux de lavage de la valve mitrale au Doppler. Vous voyez le thrombus, énorme thrombus sur les ailettes, bloquant une ailette avec une accélération au Doppler continu. Voilà. Donc cette ailette pratiquement bloquée ici. Avec un contraste spontané, bien sûr, dans l'oreillette gauche. Voilà.
Donc, une masse écodense, un thrombus de 10 fois 21 mm, avec une réduction de la mobilité des ailettes. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on a besoin d'autres investigations pour prendre en charge cette patiente? À vos tablettes, si vous les avez. Comme ça, on aura... Probablement, on aura rapidement les... Oui, alors vous avez raison, on n'a pas vraiment besoin d'autres investigations. Tu peux avoir ma communication? Alors, si on voit un petit peu les guidelines, l'ETT et surtout l'ETO, elle est plus que suffisante pour faire le diagnostic, surtout quand il y a un gros thrombus. Et bien sûr, chez notre patient, son état clinique et l'échocardiographie, déjà à l'ETT et bien sûr plus à l'ETO, on a le diagnostic et on peut faire appel à la radiocinéma quand on a un patient qui est suspect de thrombus, mais c'est une indication 2A sur les guidelines américaines de 2014. Donc, bien sûr, on n'a pas besoin d'autres investigations. Alors, comment il faut prendre cette patiente en charge? À vos tablettes, est-ce qu'on la met sous héparine plus aspirine, héparine sans aspirine, thrombolyse ou chirurgie? Alors, je vois que la plupart, sinon plus de 50%, ont répondu en faveur de la chirurgie. Je vais avoir mon observation. Alors, on va voir qu'est-ce que disent les recommandations. Alors, toutes les recommandations, depuis l'américaine aux européennes, et sont pour la chirurgie chez les patients qui ont des patients qui ont en état critique. Mais j'ai quand même préféré les recommandations européennes parce que là, ils parlent de situations particulières et surtout chez nous, les situations où on ne dispose pas de plateau chirurgical non disponible au service, les patients qui sont très sévèrement malades et pour lesquels la chirurgie peut présenter des complications, surtout les patients qui ont des comorbidités. Donc, ces patients-là, on préfère la thrombolyse. D'ailleurs, une méta-analyse qui a été publiée en 2014 a montré que si on compare la chirurgie à la thrombolyse dans les thromboses massives, alors c'est vrai que la chirurgie fait un peu mieux que la thrombolyse, mais sans diminuer la mortalité. Au contraire, il y a des études qui ont montré qu'il y a une augmentation de la mortalité avec la chirurgie par rapport à la thrombolyse, et que la thrombolyse, il a des complications, c'est surtout l'hémorragie, il faut craindre l'hémorragie chez les patients thrombolisés, et le récidive d'embole, surtout chez les patients qui ont des facteurs de risque. Donc, comme, bien sûr, selon les guidelines, c'est la chirurgie, mais chez nous, comme on ne dispose pas d'un plateau chirurgical sur place et comme la patiente était non transportable, on a préféré faire la thrombolyse. Et on a donné les streptokinases à 250 000 unités en 30 minutes avec un relais par 100 000 unités par heure pendant 3 jours. Et la prise en charge après, on va poser une question dessus. Comment la prendre en charge après la thrombolyse? Est-ce que je donne les antivitamines K à vos tablettes? Héparine en intraveineux sans aspirine ou en associé d'aspirine? L'héparine de vapeur moléculaire avec ou sans aspirine. Donc la moitié est pour la mettre sous héparine, sans aspirine, et le tiers est pour la mettre sous AVK. Présentation. Alors on va voir ce que disent les études et les guidelines. Alors l'antivitamine K, quand on le donne seul, il nous faut au moins 48 heures pour que ça soit efficace, pour qu'on arrive à la linéaire cible. Cette linéaire, elle dépend du patient et du type de prothèse. Alors, quand la prothèse elle est hautement thrombogène, c'est surtout la prothèse en
position mitrale et encore plus thrombogène quand il est en position tricuspide. Le doublette, en général, il n'est pas très thrombogène, et c'est ce dont on dispose au Maroc, c'est les prothèses mécaniques à double ailette. Pour les facteurs de risque liés aux patients, alors les patients qui ont une dysfonction ventriculaire gauche, ils sont exposés à un risque de thrombose encore plus important. Les patients qui sont en fibrillation auriculaire, ceux qui ont déjà fait un accident thromboembolique et les patients qui ont une sténose mitrale. Alors, il faut tenir compte du risque de la valve et du patient, le risque thrombogène, pour avoir l'INR cible. Alors, l'héparine de vapeur moléculaire, par contre, alors, elle est efficace rapidement, bien sûr. Il faut juste surveiller le temps l'ACT, qui doit être 1,5 fois à 2 fois la normale. L'héparine de vapeur moléculaire, ils sont utilisés, mais il n'y a pas d'études randomisées, mais c'est utilisé dans les prothèses mécaniques, le traitement préventif. Alors, si on vient à l'aspirine, il y a une étude qui a randomisé 230 patients porteurs d'aspirine, un bras qui a pris l'aspirine et l'autre qui n'a pas pris d'aspirine. Alors, ce qui sort de cette étude, c'est que le bras qui prenait de l'aspirine, il faisait moins de thrombus, moins d'accidents thromboemboliques, mais au prix d'un risque hémorragique plus important. Et surtout, il n'y avait pas de différence de mortalité. D'accord ? Donc, les patients dans les guidelines, seuls les patients qui ont une athérosclérose, c'est-à-dire une autre indication pour les mettre sous aspirine, chez ces patients-là, on donne de l'aspirine. Ou alors les patients chez qui, malgré l'antivitamine K et malgré un INR correct dans la fourchette cible, malgré cela, il fait un problème thromboembolique. Chez ces patients-là, on peut associer l'aspirine, mais vraiment à de très faibles doses, moins de 100 mg. Donc la réponse était héparine par voie intraveineuse et sans aspirine. Et c'est ce qu'on a fait chez notre patiente. Donc une fois qu'on a terminé la streptokinase, les 3 jours, on a démarré l'héparine et puis on a pris le relais, on a chevauché avec le syndrome jusqu'à avoir l'INR cible. Et après, la patiente a bien évolué. Et elle est sortie. Malheureusement, je n'ai pas amené les ETO de contrôle, mais les 2 valves, on a récupéré une bonne fonctionnalité de sa prothèse. Je vous remercie. Bon, je crois que c'est une belle observation qui illustre bien que on peut thromboliser aussi. Hein. D'avant, on avait tendance à opérer systématiquement ces patients. La preuve, c'est que la thrombolyse, ça marche et ça nous arrive aussi de temps en temps, même dans un centre où on a la chirurgie à 2 mètres, ça nous arrive de thromboliser. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est sur les recommandations que vous avez montrées. Bien sûr, il y a des niveaux de recommandations 1, 2A, etc. Mais la deuxième colonne, comme vous l'avez vu, c'est des C de partout. Il y a pas on ne peut pas dire grand-chose, c'est normal, c'est des petites séries et ce ne sont que des avis d'experts. Il est difficile d'être... Bref, ça veut dire que c'est un peu du cas par cas dans la réalité pratique. Là, c'est très logique, je trouve, dans la mesure où la patiente avait été mal anticoagulée, mais on compense en remettant des anticoagulants seuls. C'est logique. On se rappelle que les bas poids moléculaires n'ont pas d'AMM dans cette indication, donc c'est très logique de donner de l'héparine et puis après de la relayer aux AVK et que l'aspirine n'est pas forcément logique dans ce cas-là. Et de façon empirique, je dirais qu'on utilise l'aspirine, par contre, quand il y a eu un accident thrombotique chez quelqu'un qui fait un accident et qui était bien anticoagulé et qui malgré ça a fait un accident, on se dit, et encore une fois c'est toujours du C, qu'on va rajouter de l'aspirine, mais ce n'est pas basé sur énormément d'études bien entendu. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle sur cette très jolie observation? Et le contrôle, il n'y avait pas du tout... Ah oui, pardon, vas-y. Question, scanner cérébral avant thrombolyse. Non. Bonne question. Non. D'ailleurs, c'était dans les questions, je crois, mais on ne l'a pas fait. On n'avait pas le temps. Heureusement. C'est-à-dire que quand il y a une comparaison entre le thrombolyse et chirurgie... Micro, s'il vous plaît, devant. C'est vrai que la thrombolyse donne des hémorragies plus que... C'est un risque qu'on prend de saignement. Mais on a choisi le régime de donner la thrombolyse, c'est-à-dire pas trop rapide, parce que c'est les trop rapides qui donnent des complications en général, les régimes trop rapides.
Et juste une question, le thrombus a complètement disparu après? Pas dans le TO les 3 jours après. Il y avait quand même, ça a diminué de volume. On a repris une bonne mobilité de la lélette, mais 1 mois après, ça a complètement disparu. Je crois qu'il y avait une question encore. Ma question, est-ce qu'elle a pu survivre, cette patiente? Pardon? Est-ce qu'elle a pu survivre? Oui. Heureusement. Un patient sur 2. Une question sur le choix du thrombolyte. Il n'y a pas d'études, c'est-à-dire que chaque équipe fait sa petite sauce, mais en général, il ne faut pas donner des thrombolytiques rapidement quand vous avez un gros thrombus, sinon il y a un risque d'accident embolique. Les régimes lents, on favorise les régimes lents par rapport aux régimes très rapides. Mais il n'y a pas de thrombolytique spécifique à ma connaissance. Ça dépend des centres. En fait, une petite question. C'est une femme qui est jeune, qui a fait une thrombose obstructive de la prothèse et qui a presque fait un arrêt cardio-respiratoire, nécessitant son intubation et en sédation. Fallait-il penser à changer la prothèse par une prothèse moins thrombogène, une bioprothèse, surtout qu'elle est jeune, à 45 ans, vous avez dit, c'est ça? Oui, il est jeune. Prothèse moins thrombogène? Oui, ou bien une bioprothèse? Oui, ça serait l'idéal. Biologique, risque de dégénérescence, elle est quand même jeune. Les stainless, on n'en dispose pas. Je pense que Latefa, on te remercie pour ton observation. Merci beaucoup. Sans plus tarder, on redonne la parole au professeur Habib.